Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens spéciale élection européenne avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. François Asselineau qui est donc tête de liste Union populaire républicaine pour les européennes. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Vous serez interrogé dans cette deuxième partie par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, Damien Le Boulanger de RCF et Laurent de Boissieu pour la Croix. Alors comme je fais avec tous les invités, avant de passer la parole à mes confrères, une question François Asselineau. Quel est votre désir d'Europe ? Sortir de l'Union européenne. On ne va pas sortir de l'Europe, du continent européen, mais sortir de l'Union européenne afin de rendre aux Français la démocratie et leur libre choix de l'avenir qui les attend. J'ajoute que sortir de l'Union européenne ne veut pas dire se refermer sur soi, contrairement à ce que l'on dit beaucoup. La France restera membre du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme, de l'Organisation des Nations Unies, conservera 343 traités bilatéraux avec l'Allemagne. Sur les 6686 traités qui relient la France au reste du monde, on propose, nous, d'en supprimer 3. Que la France sorte du traité de l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité de l'Atlantique Nord. Voilà. Pour résumer, c'est moins d'Europe ou c'est autrement, ou c'est une autre Europe que vous voulez ? C'est que, en fait, ce que je conteste, ce que nous contestons à l'UPR, c'est le concept même d'une construction européenne. C'est une conception qui remonte, en fait, à très loin. On pourrait presque remonter à Dante Alighière et au XIIIe siècle. En tout cas, les États-Unis d'Europe de Victor Hugo, le discours, il faut le relire. C'est un discours assez saisissant où Victor Hugo prophétise les États-Unis d'Europe. Et en fait, il dit que c'est pour lancer la colonisation. C'est pour... il a cette phrase terrible en 1849, « rendre l'Afrique à l'homme », comme s'il n'y avait pas d'homme en Afrique, et l'Asie à la civilisation. En fait, la construction européenne, c'est une construction qui est datée et qui ne correspond plus aux exigences du troisième millénaire, puisque nous pensons qu'il n'y a aucune raison pour faire un distinguo entre les pays du monde. La France doit avoir des relations planétaires avec l'ensemble du monde. D'ailleurs, puisque nous sommes ici avec des chrétiens et avec l'Église catholique. L'Église catholique a beaucoup plus de liens, par exemple, avec des habitants de Côte d'Ivoire, par exemple, ou bien du Bénin, qu'avec des habitants de Finlande ou de Lettonie. Et donc, est-ce que vous imaginez que l'on dise, voilà, on va restreindre l'Église catholique au monde de l'Union européenne? Ça n'a pas de sens. C'est la même chose. On va en reparler avec Louis Dauphren dans cette première partie de Face aux chrétiens. Juste, j'ai oublié de vous présenter, j'ai oublié de dire que vous étiez haut fonctionnaire et que parallèlement à cette carrière de haut fonctionnaire qui vous a conduit à Bercy, vous aviez donc d'abord milité au sein du Rassemblement pour la France avec Charles Pasqua et après ça, vous avez fondé votre propre parti, donc l'Union populaire républicaine, en 2007. Et vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle en 2017, où vous avez obtenu 0,9% des voix. Voilà, ce rattrapage étant fait, je passe la parole à Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Est-ce que l'imbroglio du Brexit ne porte pas préjudice au Frexit ? Dans l'esprit public, oui, ça rend plus compliqué conjoncturellement l'idée du Frexit, ça c'est exact. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en France, on n'explique pas bien ce qui est en train de se passer, en fait, au Royaume-Uni. S'il y a un problème au Royaume-Uni, ça n'est pas parce qu'il serait difficile de sortir de l'Union européenne. Je signale d'ailleurs, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, que le Groenland est sorti du marché commun. Il n'a plus jamais envie d'y retourner. On a même en France la collectivité de Saint-Barthélemy, qui est une île qui faisait partie du département de la Guadeloupe, la Guadeloupe étant une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Eh bien, en 2003, Saint-Barthélemy a décidé de sortir du département de la Guadeloupe, est devenue une collectivité d'outre-mer, et est sorti de l'Union européenne. Ils sont très contents parce qu'ils fixent désormais leur propre taxation, leur propre loi. Je me permets aussi de rappeler d'ailleurs au passage à tous ceux qui ne le savent pas qu'il y a quand même 1,5 million de Français qui vivent en dehors de l'Union européenne. Ce sont nos compatriotes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. Alors ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que ce n'est pas ce qui est compliqué, c'est pas de sortir de l'Union européenne. Ce qui est compliqué, c'est que ceux qui ont été battus admettent le résultat des urnes. Voilà. C'est-à-dire que dès le lendemain du vote du juin 2016, du référendum, vous avez des forces qui ont dit « Eh bien, ça n'aura pas lieu, on fera tout pour le faire capoter. » Voilà. Et en fait, ce que vivent actuellement les Britanniques, c'est ce qu'ont vécu les Français en 2005. En 2005, le vote sur la Constitution européenne, il y a 55% des Français qui avaient voté non. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que les européistes ont fait le gros dos pendant 2 ans et demi. Et puis, fin 2017... M. Sarkozy a fait ratifier par le Parlement français le traité de Lisbonne, qui est un copier-coller
du texte exact que les Français avaient rejeté. Et bien là, c'est la même, voilà, et en fin 2007. Et bien là, c'est la même chose. Fin 2007, c'est la même chose. Les européistes, Madame Theresa May, dont je rappelle qu'elle était contre le Brexit. Madame Theresa May était dans le gouvernement de David Cameron. Lorsque David Cameron a démissionné après le référendum, le nouveau gouvernement qui a été formé, à la britannique, était un gouvernement monocolore Parti conservateur. Or, dans le Parti conservateur, 2/3 des députés étaient anti-Brexit, 1/3 pro-Brexit. Ça fait que Madame May a fait un gouvernement, elle était elle était Premier ministre, 2/3 des ministres avec elle étaient contre le Brexit. Quant du côté de la Commission européenne, Michel Barnier, avec par derrière François Hollande puis Emmanuel Macron, ont dit qu'il faut absolument pourrir la vie des Britanniques. On a donc eu un processus où, de part et d'autre, pour négocier le Brexit, on avait 2 partis qui étaient contre. Avouez que c'était quand même assez mal parti. Et là, il y a un très très grand enjeu qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Les toutes dernières nouvelles, c'est que Mme Theresa May va essayer de demander un nouveau report de la décision. Si d'aventure... Je suis allé ce dernier week-end. J'étais à Londres. On a organisé une grande manifestation. Il y avait 700 Français qui étaient venus, notamment de France. Et nous avons reçu des ministres, des anciens ministres du Parti conservateur, des anciens ministres travaillistes, qui étaient pour le Brexit. Si d'aventure le Brexit n'a pas lieu, le Brexit, c'est-à-dire si c'est un faux Brexit, parce que lorsque les Britanniques ont voté en 2016, c'était pour sortir de l'union douanière et du marché commun. C'était extrêmement clair. Si on leur fait un faux Brexit, un fake Brexit, on pourrait dire, je crains qu'il y ait vraiment des troubles à l'ordre public. Parce que les esprits sont extrêmement échauffés, et Londres n'est pas le Royaume-Uni. Hein. Vous avez toutes les zones, ce qu'on appellerait en France... Pas que Londres, les Écossais ne sont pas du tout contents non plus de voir ce Brexit arriver. Les Irlandais du Nord s'inquiètent beaucoup de ce qui va leur arriver. Ce n'est pas uniquement Londres, c'est pas uniquement la capitale contre le reste du pays. C'est quand même, vous avez raison, il y a un vote régional, mais il y a quand même eu 52% des Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Et notamment ce que l'on appelle en France la France périphérique, celle qui nourrit les gilets jaunes, eh ben, il y a une espèce d'Angleterre périphérique, c'est elle qui a voté contre le fait de rester dans l'Union européenne. Et ces gens-là, ils ne vont pas se laisser faire. C'est pas comme les Français en 2007. Mais vu le degré d'engagement du Royaume-Uni dans l'Union européenne, qui est plus faible que le nôtre, ça veut dire que cela hypothèque encore plus les possibilités d'en sortir pacifiquement, François Asselineau. Mais ça veut dire simplement que nous avons affaire à des gens qui refusent le suffrage universel. Parce que le Brexit, le Royaume-Uni peut sortir demain sans accord. C'est tellement vrai qu'aller sur le site internet du ministère des Finances ou du ministère français de l'Agriculture, vous y verrez que toutes les dispositions ont été prises. Donc demain, le Royaume-Uni peut sortir. Donc le problème qu'il y a, c'est que vous avez des forces qui refusent le suffrage universel. Le Parlement britannique, c'est ce que nous ont dit les anciens ministres. Je vous assure que la situation est grave. Parce que nous avons affaire à la plus vieille démocratie, en fait, d'Europe occidentale. Et de la même façon qu'en 1641, vous aviez eu ce qu'on appelle la Grande Remontrance, où le Parlement avait pris le pouvoir face au roi en considérant que le roi, qui était un papiste, comme disait le Parlement, ne représentait pas le peuple. Eh bien là, ce qu'il y a comme risque, c'est que le peuple considère que le Parlement ne le représente plus. Donc il ne faut pas exclure. Vous savez qu'il y a eu des troubles au Royaume-Uni, c'est un pays où il y a eu des guerres civiles. Je vous assure que la situation est grave. Parce que les Britanniques... Les principaux avocats du Brexit, on les entend pas beaucoup quand même en Angleterre. Ils sont discrets maintenant. On a l'impression que quand même, ils sont quand même embêtés de ce qu'ils ont enclenché comme processus. Détrompez-vous. Moi, j'y suis allé, j'ai fait une réunion publique. On a eu au contraire, d'ailleurs c'est filmé, vous pourrez aller, les gens qui sont intéressés pourront aller sur notre site upr.fr, j'en profite pour le citer, pourront voir les discours qui ont été tenus par Lord Hamilton, ancien ministre de la Défense, par l'ancienne ministre des Sports travailliste, etc. Donc vous avez... Alors ce qui est vrai, c'est que vous avez Nigel Farage et Boris Johnson, qui avaient été des figures emblématiques. J'ai vu dans la presse, certains disent « Ah là là, ils se sont cachés, ils se sont carapatés, leurs forfaits ayant été accomplis. » Mais c'est pas du tout la réalité. Au Royaume-Uni, le Premier ministre est forcément le chef du parti ayant le plus de députés. Ça ne pouvait donc pas être Nigel Farage, il n'avait pas de députés. Et Boris Johnson, il était certes conservateur, mais il faisait partie de cette minorité du tiers des députés du Parti conservateur dont je parlais tout à l'heure. Donc le problème s'est noué par le fait qu'au lieu d'avoir un gouvernement d'union nationale
qui aurait représenté les 52% de Britanniques ayant voté pour le Brexit. Ça allait du UKIP jusqu'à l'extrême gauche, exactement comme en France. Les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne, ça allait du Front National jusqu'à l'extrême gauche. Au lieu d'avoir un gouvernement d'union nationale pour faire cette affaire, on a eu un gouvernement monocolore, parti conservateur, avec Madame Theresa May, qui avait milité contre le Brexit et qui était chargée de faire ce contre quoi elle avait lutté. Oui. Avouez que c'est quand même curieux. Une très très courte question de Louis Dauphren. Sur cette question, les sondages montrent que les Français ne veulent pas sortir de l'euro. Vous estimez que c'est du pipeau, qu'on essaie de leur faire peur, qu'ils se font peur eux-mêmes avec cette idée-là? De sortir de l'euro. Et une réponse courte, s'il vous plaît, François Asselineau. De l'euro, je parle de la monnaie. Alors, de la monnaie et par voie de conséquence de l'Union européenne. Alors, d'abord, vous savez, les sondages, en 2005, fin 2004, les sondages disaient que 68% des Français voteraient pour la Constitution européenne. Après 6 mois de campagne, il y a eu 55% de Français qui ont voté contre. Donc les sondages sont évolutifs. Il n'y a pas de débat en France. Avez-vous déjà vu un débat approfondi, sérieux, sur une heure des chaînes de grande écoute, pendant 1h30, 2 heures, avec des gens qui militeraient pour le maintien dans l'euro et d'autres qui militeraient contre? Ça n'existe pas. Moi, quand on me donne des bribes, j'ai eu droit à 1 minute 30 et c'est encore trop. Et évidemment, les Français n'ont pas les moyens pour se faire une opinion. Mais s'agissant de l'euro, vous savez, il y a des gens qui disent, vous vous rendez compte si on sort de l'euro? Écoutez bien ce que je vais dire, hein, parce que ça, on en reparlera dans 5 ans ou dans 10 ans. Moi, je réponds à des gens qui disent, est-ce que vous vous rendez compte si on sort de l'euro? Je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Parce que l'euro est de toute façon voué à l'explosion. Vous avez eu d'ailleurs les déclarations très étonnantes. Ça fait 10 ans qu'on dit ça. On va en reparler, Louis Dauphren, de l'économie, avec le deuxième journaliste qui va interroger François Asselineau, Damien Le Boulanger de RCF. On va vous parler avec vous de votre projet effectivement économique. Est-ce que c'est un projet antilibéral, François Asselineau? Est-ce qu'on peut déjà le qualifier, ce projet économique que vous portez? Non, je ne dirais pas antilibéral. Je dirais un projet qui est conforme à ce qu'est la France. Vous savez, Charles de Gaulle s'adressait, il avait eu cette formule qui était un peu une espèce de truisme. Charles de Gaulle avait dit qu'il s'adressait à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. La France est un pays qui est issu de 1500 ans d'histoire, façonné par les rois, façonné par l'Église, façonné par les enseignements de l'Évangile. C'est un peuple égalitariste du point de vue anthropologique. Parlez-en avec Emmanuel Todd. En France, on n'admet pas, généralement, de la droite à la gauche, on n'admet pas que les grands actes de la vie, que sont la naissance, la maladie, l'éducation, la mort, soient marqués, soient différenciés selon la catégorie sociale. Voilà. Par exemple, en France, tout le monde estime normal que l'on ait des grands services publics qui s'adressent à tout le monde au même tarif, que l'on ait une sécurité sociale, un système de santé qui soit le même, que l'on soit très modeste ou que l'on soit milliardaire. Eh bien, c'est tout ce système-là qui est en train d'être détruit par la construction européenne, par les traités européens, par les injonctions de la Commission européenne, notamment parce que beaucoup de Français ne le savent pas. Chaque année, la Commission européenne publie pour chaque pays, donc pour la France, un rapport sur les grandes orientations des politiques économiques à suivre. Et c'est de là que vient, par exemple, la suppression de l'ISF, la privatisation d'EDF, la privatisation de la SNCF. On va revenir dans le détail avec la question de Damien Le Boulanger de RCF. Et justement, François Asselineau, est-ce que pour vous, il faut lutter contre la libéralisation de tous les services publics, quel que soit le secteur? Écoutez, je pense en tout cas que la France en ce moment est en train de suivre le chemin de la Grèce. La Grèce, vous savez, on nous a dit qu'on allait sauver la Grèce en 2013. Vous avez vu ce qui s'est passé en Grèce. Quasiment tous les services publics ont été privatisés. Les retraites ont été attaquées, le nombre de retraités se suicidant a été multiplié par 2, etc. En 2013, la dette publique de la Grèce, c'était 130% du PIB grec. Vous savez à combien c'est aujourd'hui? 180%. La Grèce est dans une situation épouvantable, personne n'en parle, mais la Grèce, ça va péter un de ces jours. Le problème que nous avons, c'est que moi je considère, enfin en tout cas c'est notre programme, c'est le programme de notre mouvement politique, il faut en revenir aux fondamentaux qui ont fait le bonheur des Français pendant les 30 Glorieuses, issus du programme du Conseil national de la résistance. Les Français sont un pays d'économie mixte. Hein. Ça paraît une vieille lune de le dire, mais c'est quand même la vérité. Nous ne sommes pas contre le capitalisme. Il faut bénéficier du dynamisme du capitalisme, des entreprises, des petites entreprises. Notre programme, ça n'est pas le
programme commun de la gauche de 1972, qui avait prévu et qui avait d'ailleurs fait, à partir de 80, la nationalisation de toutes les banques et de toutes les grandes industries. En revanche, nous voulons revenir à ces grands services publics à la française, issus de 1945, auxquels les Français sont extrêmement attachés, la sécurité sociale, l'école, les hôpitaux, les routes, les autoroutes. Vous savez qu'actuellement, il y a un projet de privatisation des routes nationales maintenant. Justement, vous parlez de l'éducation, quid de l'enseignement privé ? Ah ben nous, on n'y touche pas. On n'y touche pas à l'enseignement privé. De 1962, si je me trompe pas. Non, il n'est pas du tout. Nous sommes pas. On ne touche pas du tout à ça. Ce qu'on voudrait en revanche, c'est d'essayer d'améliorer, de réinstaurer un peu l'école de la République, qui ne fonctionne plus comme elle fonctionnait auparavant. Mais comment ? Ça, c'est encore un autre problème. Mais là, je pense pas qu'on ait le temps de développer. En revanche, ce que nous ne voulons pas que privatiser les aéroports. Nous ne voulons pas que soit privatisé EDF, que soit privatisé Engie, que soit privatisé la SNCF, et que soit privatisé la Poste. D'ailleurs, si on demandait aux Français par référendum, puisque nous sommes partisans du référendum d'initiative populaire ou citoyenne, et dans tous les domaines, je l'avais proposé dans mon programme présidentiel, on le propose depuis 2011. Eh bien, si on demandait aux Français par référendum s'ils veulent ces privatisations, je suis sûr et certain que là, pour le coup, il y aurait plus de 70% des Français qui voteraient contre. Au-delà de l'aspect économique, j'aimerais vous interroger sur l'aspect écologique. Comment surmonter le défi écologique quand on voit, à l'exemple du mouvement des Gilets jaunes, qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un équilibre juste pour aller vers cette conversion écologique. Et je vais vous demander, François Asselineau, une réponse courte. Je suis désolé pour un sujet aussi complexe. C'est un complexe sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'expérience, par exemple, du glyphosate. L'expérience montre qu'on ne peut pas s'entendre à 27 ou à 28. Voilà. L'expérience de la taxation des GAFAM, c'est pareil. L'expérience montre que c'est en revenant au niveau national que l'on peut prendre des mesures de protection. Savez-vous que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est le champion de la transition écologique parce qu'ils prennent des mesures nationales. Et je joute que dans les traités européens, la libre circulation des mouvements de capitaux qui est gravée dans le marbre, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est à l'origine des délocalisations massives. Or, qu'est-ce que c'est que des délocalisations ? On transfère des usines dans des pays à très bas coût de salaire, de charges sociales et de conditions environnementales. Et on dégage des gaz à effet de serre fondamentaux parce qu'on fait tout faire à 15 000 kilomètres. Pareil pour l'agriculture. Mais ça, l'Europe n'en est pas forcément directement la cause. Mais si, justement. Si. Parce que nous voulons sortir de la libre circulation des mouvements de capitaux. Et ça, c'était gravé dans les traités européens. Sinon, vous continuerez à avoir des délocalisations et à avoir cette noria de supertankers qui fournissent en fait de plus en plus de biens matériels aux pays d'Europe venus fabriqués en Chine ou au Bangladesh. De la même façon pour l'agriculture, les traités européens imposent une agriculture hyper productiviste qui impose l'utilisation des pesticides, des herbicides, etc. Nous voulons revenir à une agriculture beaucoup plus respectueuse des terroirs et à des productions locales. Ça, et en sortant du nucléaire. Merci Damien Le Boulanger. On va s'arrêter dans cette et donner la parole donc à Laurent de Boissieu pour la fin de cette émission. Juste une petite question sur le nucléaire. Rappelez-nous votre position, François Asselineau. Est-ce que vous êtes pour une sortie du nucléaire ou pas du tout ? Au contraire, est-ce qu'il faut... Alors, c'est un sujet qui est, honnêtement, c'est un sujet, enfin, d'ailleurs, tous les sujets dont on parle très vite sont tous très complexes, mais c'est un sujet qui est particulièrement compliqué, comme d'ailleurs un autre sujet qui est celui de l'immigration, et ce sont des sujets sur lesquels, dans le programme présidentiel que j'avais présenté, on proposait aux Français de décider par eux-mêmes, à l'issue d'un grand débat national, mais un vrai, pas un débat à la Macron, un débat où on laisserait s'exprimer toutes les parties prenantes, et puis que ce soit les Français qui décident. Abandonner le nucléaire, oui, mais ça aura un coût considérable. Le maintenir, oui, mais ça aura des inconvénients majeurs. Il n'y a pas de très bon choix sur cette affaire. Même, vous savez, les éoliennes, tout ça, c'est en fait très polluant également. On dépend des fournisseurs de terres rares qui sont à 90% en Chine. Ce sont des sujets qui sont compliqués. Il n'est pas facile de traiter ça d'un revers de la main. Alors, on va parler plus politique avec Laurent de Boissieu de la Croix. Je vais revenir sur un point qui a été abordé. Le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une hausse des tarifs réglementés de l'électricité. Alors, très concrètement, vous accusez la Commission européenne, mais ce sont des gouvernements français, ceux de Juppé, de Jospin, de Raffarin, qui ont accepté ces directives européennes et ensuite qui ont voté loi de transposition. Or, ces gouvernements sont bien issus des urnes françaises. Alors, pourquoi accuser la Commission européenne ?
plutôt que ces gouvernements français. Non, parce qu'attendez, alors déjà, je ne vais pas venir au secours ni de M. Juppé, ni de M. Macron, hein, puisque je les combats politiquement. Cela étant, il est bien inscrit dans les traités européens toute une série d'articles. Je me suis fait connaître d'ailleurs il y a 2 ans là-dessus. On m'a débrocardé parce que je citais les articles des traités. Mais c'est normal de citer, ça prouve que je connais mon dossier. Bon, eh bien, il y a, je le répète, chaque année, la Commission européenne publie un rapport sur les grandes orientations des politiques économiques que doit suivre la France, comme elle en publie un pour la Grèce ou l'Italie ou le Portugal. Et allez lire ces dossiers, allez lire ce rapport, et il est demandé justement, par exemple, la mise en concurrence d'EDF, etc. Et puis il y a la démolition du droit. Alors évidemment, c'est pas mis démolition du droit du travail. On parle, c'est une langue de bois. On va dire la flexibilité de l'emploi. On va dire qu'il faut mettre en concurrence EDF, mettre en concurrence GDF, diminuer les subventions aux services publics. C'est-à-dire, c'est sous cette forme qui est atténuée, cet euphémisme-là, que ça place les gouvernements dans l'obligation d'augmenter les tarifs. C'est un fait. En effet, si on lit ces grandes orientations, en effet, ce que vous dites est vrai. Mais les gouvernements français en place acceptent quand même d'appliquer cela. Ah oui, bah alors là, ce que vous me dites, vous nous faites du Mélenchon. C'est-à-dire des gens qui disent, oui, on va rester dans l'Union européenne, mais on va désobéir au traité. Alors moi, je voudrais dire 2 choses là-dessus. D'abord, les gens qui disent ça, déjà, il faudrait qu'ils expliquent concrètement ce que ça signifie. C'est-à-dire que si la France commence à refuser d'appliquer les traités, les injonctions, il y a 2 phénomènes qui vont se produire. D'abord, il y a ce qu'on appelle la pression des pairs. C'est-à-dire que quand vous êtes 1 sur 28 et que vous avez 27 paires d'yeux qui vous regardent comme ça, sauf à être la dame de fer, à être Lady Thatcher, et vous finissez par craquer. On a des responsables politiques, vous savez, qui ne sont pas forcément très courageux. Mais deuxièmement, la Commission européenne est fondée à déférer la France à la Cour de justice de l'Union européenne, qui est à Luxembourg et qui n'est pas faite pour les chiens. Je rappelle que la France a tardé pendant plusieurs années à transcrire les directives sur les OGM, parce que les députés, ils ne voulaient pas revenir dans leur circonscription recevoir des tomates de leurs administrés qui disaient « vous avez voté pour les OGM ». Mais la France a été condamnée par la Cour de justice à transcrire en droit interne la directive OGM sous peine de 163 000 € par jour de retard. Faites un calcul, ça fait 45 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'il y a une justice là-dedans. Et puis j'ajouterai autre chose. Si on est dans un club, on respecte les lois de ce club. Hein, si je vais chez des amis, ça n'est pas pour commencer à mettre les pieds sur la table, à me curer le nez, à lâcher des flatulences, parce que sinon on va me sortir. Ou bien on est dans l'Union européenne et on subit la loi commune, ou bien on ne veut s'en sortir. C'est ce qui vous change, donc c'est ce qui vous différencie de ce que veut faire le Front National ou même la France Insoumise, qui disent nous on va se mettre en dissidence des traités ou des règles européennes. Vous vous dites ça c'est pas possible. Oui, parce que il faut sortir et puis il y a pas de solution. Parce que je suis très respectueux du droit. Parce que pacta sunt servanda, disaient les anciens Romains. Les traités doivent être respectés. Et je pense qu'on restera en très bons termes avec nos partenaires si on applique cette règle toute simple. Comme je le disais, il y a des quantités de traités qui continueront à nous lier au reste de nos partenaires. Ça, c'est très important à comprendre. Et je me permets de dire que la position de Mélenchon, excusez-moi, c'est du nationalisme français. Parce que moi, je ne veux pas que l'on nous impose une vision anglo-saxonne, la destruction des services publics, par exemple. Mais je ne veux pas non plus imposer, par exemple, aux Polonais ou aux Danois, la vision que les Français, ils ont. Hein, c'est-à-dire que chaque peuple doit poursuivre, comme il l'a été depuis des millénaires, enfin des siècles plus exactement, il doit poursuivre dans sa voie originale vers le développement. Laurent de Boissieu, si vous êtes élu au Parlement européen, est-ce que vous siégerez à ce Parlement européen? Ah bah oui. Et avec quels alliés? Est-ce que vous avez des contacts de partis importants qui pour former un groupe parlementaire? Alors on verra. Vous faites bien de signaler qu'il est tout à fait possible qu'on ait des députés, puisque je rappelle que c'est une élection à un tour et que si on dépasse 5% des suffrages, on aura 3 députés. Je me permets de signaler que lors des dernières élections législatives partielles de Mayotte et de l'Essonne, nous avons fait 1,4 et 1,8%. Depuis lors, beaucoup de gilets jaunes se tournent vers nous. Étienne Chouard a appelé à voter pour notre liste et nous avons énormément de contacts. Hier, nous avons eu 61 adhésions dans la journée. Donc je pense qu'il n'est pas du tout exclu que nous puissions franchir les 5%, avoir des députés. Qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on ira sur place et on sera les représentants du peuple français. On dénoncera cette dictature qui s'impose par des directives auxquelles les Français ne comprennent rien. Nous aurons notre chaîne de télévision, puisqu'on a développé une propre chaîne UPR TV, qui a d'ailleurs plus de 110 000 abonnés maintenant. On filmera les coulisses de ce qui se passe à Bruxelles ou à Strasbourg. Et puis, on votera. Alors évidemment, quand il y aura des votes, on votera dans l'intérêt de la France.
Mais pour le reste, on diffusera cette information selon laquelle sortir de l'Union européenne n'est pas du tout une idée extrémiste. Au contraire, c'est rester dans cet attelage qui nous entraîne vers la destruction de tout ce qu'a été la France qui est une idée extrémiste. Une dernière question de Laurent de Votre Boissieu. spécificité, c'est en effet le Frexit, mais il y a une autre tête de liste qui a sorti un livre avec ce titre-là, Frexit, qui est Florian Philippot. Est-ce que, finalement, en ne faisant pas Frexiteurs de tous les pays, unissez-vous, vous, de tous les partis, en tous les cas, vous ne risquez pas finalement d'avoir aucun élu, ni l'un ni l'autre? Je répondrai à cette question quand vous aurez posé la question à M. Philippot. Pourquoi a-t-il créé un parti politique alors que l'IPER existait déjà depuis 10 ans, alors qu'il en fait le plagiat? Moi, je ne décide pas tout seul à l'UPR. Nous avons un bureau national. Nous avons actuellement beaucoup de gens de gauche qui nous rejoignent. On a d'ailleurs eu un ralliement de Mme Eyverts, qui était la candidate de France Insoumise à Soissons pour les législatives. On a eu ensuite le ralliement de M. Quentin Bourgeois, qui est un conseiller municipal de Saint-Omer, un ex-Front National. Eh bien, je sais que les gens qui rallient notre mouvement, qui est un mouvement au-dessus du clivage droite-gauche, n'accepteront jamais d'être qualifiés d'extrême droite parce que nous ne sommes pas d'extrême droite. Merci beaucoup François Asselineau. Nous finissons cette émission trop courte pour ces sujets aussi importants, mais notre invité la semaine prochaine sera François-Xavier Bellamy, tête de liste pour les Républicains aux Européennes. Vous pouvez d'ici là retrouver cette émission sur les sites de KTO, de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. À très bientôt.